déjà un grand bonjour à tout le monde et à plein de gens que je retrouve. On n'a pas eu le temps de dire bonjour à chacun, mais certains que j'ai pas vus depuis très longtemps. Et une salutation à Jacques que je connais pas, mais qui vient de partager qu'il avait commencé la permaculture à Néten. Et comme c'est mon cas aussi en 2010, voilà, on partage ça. Vas-y, je te laisse lancer et moi je lance la présentation Super. d'écran. Eh bien, Gildas, tu me corrigeras si j'oublie des choses, mais tu es l'auteur principal de l'outil Inventons nos vies bas carbone. Et tu coordonnes aussi l'équipe de création. Tu as coordonné l'équipe de création. On va vous en parler un peu plus rapidement, juste après, de ce fameux outil. Tu es diplômé de permaculture auprès de l'Université populaire de permaculture. C'est un peu pour ça que tu es là aujourd'hui, du coup. Tu as des choses intéressantes à nous dire. Et tu as un lieu expérimental en permaculture qui s'appelle Horizon Permaculture depuis 2013. C'est sur ton lieu de vie. Et au sein de l'association qui organise cet événement, donc l'association Novi Bas Carbone, tu es le directeur pédagogique. Et donc, tu t'occupes notamment de tous les enjeux de formation de nos animateurs et tu es l'auteur principal, comme j'ai dit, du kit Inventons nos vies bas carbone. Donc, l'association, très rapidement, on fait de la sensibilisation et de la pédagogie autour du climat et on porte et on déploie l'atelier dont on va vous parler. Vous voyez justement les cartes à l'écran. Mais avant de vous en parler un peu plus, je peux vous annoncer qu'on est plusieurs de l'équipe permanente de l'association à être là. Du coup, il y a toi, Gildas, et il y a Mélanie, si tu veux nous faire un petit coucou aussi. Coucou tout le monde, je suis coordinatrice du réseau des animateurs et des animatrices à Novi Bas Carbone. Du coup, j'en connais certains ici et je suis contente de les y voir. Et puis, ceux qui le sont mais qui me connaissent pas, envoyez-moi un petit mot et ceux qui veulent le devenir aussi. Voilà. Et du coup, moi, je suis Camille et je suis chargée de la communication dans l'association. Et je sais aussi que parmi nos participants et participantes, nous avons des membres du CA, notamment Aline. Tu as fait un petit coucou tout à l'heure. Il y a peut-être d'autres personnes que j'ai loupées. Voilà, je t'entends. Du coup, l'atelier, donc j'allais y venir. Donc vous envoyez un aperçu des cartes à votre écran. Donc c'est un atelier original et low-tech pour connaître les ordres de grandeur essentiels de l'empreinte carbone et imaginer tous ensemble des actions nécessaires, possibles et surtout désirables pour le climat. Et sur les cartes que vous voyez ces fameux ordres de grandeur. L'empreinte carbone actuelle en moyenne en France et l'objectif que nous devons atteindre pour préserver l'habitabilité de la planète. Et tout au long de la présentation, Gildas va vous sortir quelques cartes qui sont des cartes finalement solutions. Et ce sont des cartes que l'on montre aussi dans l'atelier qui permettent de savoir quelles sont les actions qui ont un réel impact pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Gildas, est-ce que tu vois d'autres choses à ajouter avant de commencer? Mais plein, mais commençons. Écoute, nous voyons ton PowerPoint. S'il y a un souci, je te fais signe. Grand merci Camille pour l'intro, Mélanie, Aline et toute l'équipe. Voilà, on est une belle équipe pour pouvoir lancer tout ça. Et surtout, grand merci à vous tous et toutes qui êtes là ce soir. Euh, c'est assez touchant et important pour moi, la soirée qu'on partage ce soir, puisque, comme beaucoup de gens, j'ai eu plusieurs vies. J'étais, d'une certaine manière, je suis encore ingénieur. Je me suis enfui sur la mer, j'ai rencontré plein de gens là-bas. Et puis, à partir de 2010, j'ai consacré ma vie à la permaculture. Et on y reviendra, mais permaculture, hein, c'est bien prendre soin des humains, prendre soin de la terre, partage équitable et faire partie de la solution. Euh, et puis aujourd'hui, j'interviens en tant que Novi Bas Carbone, cette association qui fait donc de la sensibilisation à l'action face à l'urgence climatique. Ce que je viens partager avec vous, c'est que pour moi, ce sont plusieurs facettes de la même pièce. Pour autant, c'est des communautés qui sont pas toujours les mêmes. Hein. La communauté permaculturelle et la communauté action climat, c'est pas toujours les mêmes personnes. Et le fait qu'on se rencontre et qu'on comprenne ce qu'on a à gagner dans un sens et dans l'autre à fonctionner ensemble et avoir une culture commune, c'est un peu l'objectif de cette soirée.
Donc, je veux clarifier les choses, hein. Il ne s'agit pas d'une formation à l'animation. Si vous connaissez Novi Carbone, tant mieux. Vous verrez, ça vous donnera plein d'idées pour nourrir votre sensibilisation climat. Si vous ne le connaissez pas, c'est pas un problème. On est bien là pour parler de manière générale de qu'est-ce que la permaculture peut amener à l'action climatique et inversement, qu'est-ce que l'action climatique amène à la permaculture. C'est pas non plus un cours de permaculture et encore moins un cours de jardinage, puisque la permaculture n'est pas une technique de jardinage. Mais alors, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est ce que je vais vous raconter en quelques dizaines de minutes euh, avec un regard de 2023. La permaculture, ça fait quand même un moment. C'est né en 1978 avec ces deux messieurs, Bill Mollison et David Holmgren. Donc, c'est deux Australiens. Bon, David a plus tout à fait cette tête-là, mais de toute façon, Bill non plus, hein, il nous a quittés il y a quelques années. Mais ils avaient à peu près ce décalage-là, puisque l'un était l'élève de l'autre, et ils ont créé ensemble le livre qui s'appelle Permaculture 1, et qui est la première publication en permaculture. Et en fait, c'est un grand coup de foudre intellectuel entre ces deux personnes. Ils ont travaillé de manière très intensive ensemble pendant quelques années. Puis après, ils ont suivi des chemins tout à fait séparés. D'un côté, Bill Mollison a créé le mouvement international de la permaculture en allant faire des cours un peu partout dans le monde. Et David Holmgren a eu une approche très différente qui a été on a eu une bonne idée, bon bah maintenant je vais passer 20 ans à la tester pour voir si ça marche encore. Ça marche vraiment, surtout. Et en fait, pendant 20 ans, à l'international, on a peu entendu parler de David Holmgren, jusqu'au moment où il a publié le livre que vous voyez sous sa photo. En 2002, il publie son principal ouvrage sur les 12 principes de permaculture, qui est traduit en français, naturellement, mais assez tard, il a dû être publié en 2014, je crois, en français, et qui fait vraiment référence aujourd'hui. Euh, L'action de ces deux personnes-là ont créé un mouvement original. Le mouvement de permaculture, il est dans une centaine de pays, donc on peut dire en gros dans tous les pays du monde. Et depuis plus de 40 ans, il y a des gens qui testent, qui essayent des choses, qui essayent une nouvelle approche. Mais alors, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle approche? J'ai dit que ce n'était pas une méthode de jardinage, pour autant, il y a un lien aux plantes. Euh, il y a une autre approche qui est tout à fait centrale en permaculture, qui est celle de l'énergie. Et vous allez voir, j'ai décidé ce soir d'amener les choses par une entrée assez concrète. Et on va revenir aux généralités vers la fin de ce petit exposé. Donc David, le plus jeune de nos fondateurs de la permaculture, définit la permaculture. Je ne sais pas si vous voyez ma souris quand je la balade. En tout cas, je vous montre le graphique de gauche. Tout ce Ouais, qui est en on la noir, voit. on la voit, ok. Donc tout ce qui est dans le graphique de gauche est directement issu du livre fondateur de David Holmgren, sauf le point rouge qui précise où est-ce qu'on se trouve. Donc selon David, nous nous trouvons dans le chaos culturel postmoderne. Toute personne qui aurait la sensation que notre époque est folle, confuse et pleine de contradictions pourrait trouver là une explication. L'idée de David est très simple, c'est on vient de toujours plus et on va vers toujours moins. Et ça, qu'on le veuille ou non, si on ne le veut pas, ça va être terrible. Et si on le choisit, si on l'organise, si on le conçoit, si on le construit, si on améliore nos vies en consommant moins d'énergie et de matière, ben ça s'appelle la permaculture. Une des définitions de la permaculture, selon un de ses fondateurs, c'est la culture de la descente énergétique. On sait qu'on consommera de moins en moins d'énergie. Ça, c'est contraint par le stock d'énergie fossile. La grande question, c'est est-ce qu'on aura sacrifié le climat entre-temps parce qu'on aura brûlé tout ce qu'on arrive à extraire du sol, auquel cas, globalement, on détruit l'habitabilité de la planète, ou alors on arrive à laisser une bonne partie des énergies fossiles disponibles dans le sol, et ça descend un tout petit peu plus vite, et là, on peut faire une descente énergétique heureuse. Ça, c'est le discours de la permaculture. À droite, en face, je vous ai mis une des premières cartes constat d'Inventons nos vies bas carbone, qui parle bien de la même chose. Nous venons de toujours plus. On fait souvent nos intros là-dessus. Depuis que je suis né, depuis que vous êtes né, depuis que tous les gens que nous connaissons sont nés, la seule chose que nous avons connue, c'est une augmentation constante et rapide de la consommation de charbon, de pétrole, de gaz, globalement d'énergie fossile. Et à nous d'inventer dans les années qui viennent un monde où ça descend rapidement et de manière constante jusqu'à la neutralité carbone. Donc, on porte exactement le même constat que les permaculteurs. On est à un moment de virage, ou même plus simplement un moment de bascule historique où il nous faut changer le sens de l'histoire. Et c'est pour ça que c'est aussi compliqué, parce que si on se réfère à ce qui était normal il y a 5 ans, ça n'a rien à voir avec ce qui sera normal dans 5 ans. Et pour faire simple, ça amène à une certaine confusion. Si on revient
au concret. Si on veut une descente énergétique heureuse, on a en France une magnifique association qui s'appelle Megawatt avec son scénario et donc qui est aujourd'hui un des scénarios les plus solides pour visualiser une France 100% renouvelable, la plus sobre en énergie. Ils ont notamment une stratégie très simple et qui est tout à fait reprise par les permaculteurs, mais si vous verrez qu'on y ajoute d'une certaine manière quelques subtilités. Sobriété, efficacité et renouvelable. Et attention, c'est dans cet ordre-là. Pour faire simple, c'est un tiers, un tiers. Tu enlèves un tiers de ta consommation actuelle en sobriété, un autre tiers en efficacité, et le dernier tiers, on peut le créer en énergie renouvelable et on discutera de leur nature tout à l'heure. Mais attention, c'est bien l'inverse de la croissance verte. La croissance verte, c'est on essaye de faire tout comme maintenant en mettant des panneaux solaires partout. Ça ne marche pas. On partage globalement le constat, que ce soit la permaculture négawatt ou la loi française, qu'il n'existe pas de solution à consommation d'énergie constante. C'est impossible de faire de manière décarbonée autant d'énergie que maintenant. Ces deux affirmations sont à peu près équivalentes. Si on veut des solutions, et donc si on veut la neutralité carbone, il faut consommer beaucoup moins d'énergie. Est-ce que c'est 2 fois moins d'énergie, 5 fois moins d'énergie? C'est un vaste débat, mais beaucoup moins d'énergie. Je vous rappelle que la loi française, c'est qu'il faut diviser par 2 notre consommation d'énergie, et que ça a été fait par des gens qui, globalement, ne se souciaient pas du tout de l'écologie. Donc ça paraît un bon minimum. Si on applique la stratégie négawatt, qu'est-ce que ça fait en concret? Première étape, sobriété. On parle bien de diviser par 2 à 10 notre consommation d'énergie. Certaines choses vont être divisées par 2, d'autres par 10. Ça dépend desquelles. Par exemple, si vous achetez une passoire thermique. Donc ça, c'est ma maison. Je suis, voilà, ce qui correspond à la fenêtre de gauche, mais qui n'est pas encore posée. Là, je suis dans cette pièce-là. Maison fabriquée en 1970, préfa, zéro isolation, simple vitrage. Tu ne peux pas faire plus passoire thermique que ça. Les anciens propriétaires avaient 4 200 € de chauffage électrique avant que l'électricité double de prix. Donc je vous laisse faire le calcul de ce que ça donnerait maintenant. On transforme cette maison en maison bioclimatique en faisant quoi? En l'isolant, mais sérieusement. 35 cm de paille sur les murs, liège pour les fondations, 40 cm de ouate de cellulose dans les combles, et beaucoup de soins dans les travaux, pas de pont thermique. Je mentionne, voilà, ça paraît facile de mettre des bottes de paille. Encore faut-il bien les mettre et des bottes de la bonne qualité. Il faut aller regarder les règles ProPaille. Et voilà, moi j'étais ingénieur thermique du bâtiment avant. Ça aide un petit peu à savoir ce qu'on veut. Sinon, il y a plein de gens qui peuvent vous aider à faire des isolations. Mais en gros, quand on isole avec 10 cm, c'est symbolique. 20 cm, c'est peu efficace. 30 à 40 cm par l'extérieur, là, on divise par 10 la consommation d'un bâtiment. Et c'est exactement ce qu'on raconte dans l'atelier Inventons nos vies bas carbone. On dit qu'il va nous falloir arriver en dessous de 2 tonnes de CO2 par personne, et on se dit, si on chauffe un logement classe E, c'est juste pas possible, parce que juste mon chauffage, dans une passoire thermique, ça consomme tout mon quota carbone. Oui, mais la même maison, une fois isolée, vous la voyez à l'échelle, c'est une division par 2. Et là, j'allais dire, ça vient pas de nous, vous reprenez les classes de bâtiments, entre la classe E et la classe A, il y a un facteur 10. Quand on divise par 10 le besoin, il y a énormément de solutions possibles. Tant qu'on n'a pas commencé par diviser par 10 la consommation des passoires thermiques, il n'existe pas de solution. Donc c'est très sympathique l'idée de vouloir mettre des pompes à chaleur partout, mais tant qu'on n'a pas isolé, on n'y arrivera pas. Il faut commencer par la sobriété. Et on voit qu'à l'échelle de la cible, descendre en dessous de 2 tonnes, si on n'a pas isolé, il n'y a pas de solution. Si on a isolé, on voit qu'un logement bien isolé à l'échelle de nos 2 tonnes, ça ne grève pas beaucoup notre budget carbone. Une fois qu'on a divisé par 2 à 10 le besoin, il faut mettre des machines à peu près efficaces là-dedans. Nous, on avait une cheminée classique, c'est-à-dire 10% de rendement. C'est pas possible de travailler avec 10% de rendement. On a remplacé ça par un insert poêle bouilleur à 85% de rendement. Donc tu vois, quand tu passes de 10 à 85% de rendement, tu viens de diviser la consommation par 8,5. Donc tu commences à comprendre pourquoi c'est intéressant. Si tu divises le besoin en chauffage par 10 et que tu fais x8 en efficacité, tu viens de diviser la conso par 80. Là, ça devient un peu plus facile à fournir. Simplement, c'est pas n'importe quelle machine. Là, vous avez une vue de ce qu'il y a à l'intérieur, au-dessus des flammes. Les flammes passent dans les trous qui sont là, et dans le gros machin en fer qui est là, passe de l'eau. C'est un échangeur. Donc, c'est bien un poêle bouilleur, un poêle qui fait chauffer de l'eau chaude. C'est de la low-tech, mais c'est de la low-tech exigeante dont le rendement a été soigneusement optimisé.
Bon, ça, c'est de la très low-tech, et on a mis des années à juste découvrir que notre poêle, en plus de faire l'ambiance dans le salon, faisait aussi grille-pain. Nous, ça faisait très longtemps qu'on n'avait plus de grille-pain. Parce que vous pourriez me dire, mais ça c'est anecdotique. Oui, mais c'est marrant. Mais c'est aussi dans cette idée d'efficacité, euh, prendre de l'électricité, qui est une énergie de très haute qualité, ou de très basse entropie, pour ceux qui aiment la physique, euh, justement pour faire un grille-pain, d'une certaine manière, c'est assez absurde. Et donc nous, quand tu veux être autonome du point de vue énergétique, évidemment, tu limites ce type de déperdition. Pour autant, le pain grillé, c'est bon. Voilà, sur un poêle, ça marche bien. Donc voilà cette logique de une vie qui permette la vie. On n'est pas dans le sacrifice, mais on est dans sobriété, efficacité. Et puis, il y a quand même besoin d'énergie. Et donc, c'est là que si on suit nos amis de Négawatt, on va aller vers les renouvelables. Une des choses intéressantes en permaculture, c'est qu'on met en avant les énergies renouvelables non électriques. Aujourd'hui, tu dis énergie renouvelable, quasiment tout le monde va penser à un panneau solaire photovoltaïque, une éolienne génératrice. Mais en fait, on a des panneaux solaires thermiques qui ne font pas d'électricité, on a des éoliennes mécaniques qui pompent de l'eau ou d'autres choses. Et de manière intéressante, c'est qu'en fait, ces énergies non électriques sont souvent plus efficaces. Ce que vous voyez là, alors, ok, c'est un paysage plutôt sympa et on a de la chance d'habiter dans un endroit joli. C'est aussi mon principal panneau solaire. C'est ce qui chauffe ma maison. C'est le bois qui est autour de chez moi, les 5000 mètres carrés de forêt qui sont sur mon terrain, exploités ou gérés plutôt de manière réfléchie, permettent, sans diminuer la forêt, d'être autonome en énergie. Donc là, c'est mon stock d'énergie, ce que d'autres appelleraient une cuve à hydrogène. C'est quand même vachement plus facile à stocker qu'une cuve à hydrogène et c'est beaucoup moins explosif. Euh, Là, vous apercevez mon ballon d'eau chaude. C'est le poêle bouilleur qui me permet, avec le bois du terrain, de chauffer l'eau chaude en hiver. Donc, mon eau chaude est renouvelable. Mais je ne passe pas par de l'électricité. S'il fallait que je génère de l'électricité à partir de mon bois pour faire chauffer le ballon, je diviserais l'énergie par encore 5 ou 10. Donc, c'est des fois beaucoup plus efficace d'avoir des énergies renouvelables non électriques. Autres exemples, four solaire, pareil. C'est infiniment plus efficace de concentrer les rayons du soleil dans une boîte avec un double vitrage que de brancher des panneaux solaires à une plaque de cuisson. Mais vraiment, sans commune mesure. Ça, c'est notre douche solaire. Alors là, c'est le résultat. Mais pour chauffer l'eau, c'est tout simplement un tuyau noir qui est allé sur le toit. Donc ça, c'est le complément. L'hiver, on fait l'eau chaude avec le bois du terrain. L'été, on fait l'eau chaude avec le soleil du terrain. Et quand tu vois la facilité avec laquelle l'eau chauffe, en 20 minutes, l'eau est chaude dès qu'il y a du soleil, euh, c'est assez sidérant de se dire qu'on consomme de l'énergie pour chauffer de l'eau en été, parce qu'en fait, tous les toits sont inondés de soleil. C'est extrêmement facile de faire de l'eau chaude. C'est peut-être moins évident pour vous en quoi la vigne sur une pergola est une énergie renouvelable non électrique. C'est mon climatiseur. En hiver, elle a plus de feuilles et je l'ai taillée. Du coup, ça laisse rentrer le soleil dans ma baie vitrée qui chauffe la maison. Donc, c'est une maison bioclimatique. À l'inverse, en été, je veux de la fraîcheur. J'ai l'ombrage qu'on voit très nettement de la vigne. Et en plus, une vigne, comme toutes les plantes, elle pompe de l'eau et elle évapotranspire. Autrement dit, elle fabrique du froid. Quand on évapore de l'eau, ça fait du froid. Donc il y a une vraie fraîcheur en plus de l'ombre. Bon, et en plus, il y a du raisin qui se mange. Ça, c'est tout bénef. Et puis en dernier, une fois qu'on a rempli tous les usages qui peuvent fonctionner sans électricité avec des énergies renouvelables non électriques, on est content d'avoir quelques panneaux solaires. Mais c'est tout petit. 5 panneaux solaires pour 3 personnes. Et bon, je suis bien content, c'est ce qui me permet de discuter avec vous aujourd'hui. Mais en gros, l'électricité, c'est une énergie de luxe. Ça vaut le coup de la garder d'abord pour l'électronique, un peu pour la lumière et un petit peu pour quelques moteurs. Après, il faut discuter de jusqu'où ça fait sens, quoi. Le SUV électrique, on en parle beaucoup dans Inventons nos vies bas carbone, c'est évidemment une absurdité. Bouger 2 tonnes de métal et 1 tonne de batterie pour balader une personne, c'est une absurdité. Si on parle d'un petit véhicule léger électrique, type vélo électrique caréné, ça devient autrement intéressant. Les déchets sont des ressources. Ça, c'est un principe général de permaculture. Parce que j'ai voulu commencer par des exemples, des exemples de choses que j'ai construites, qu'on a pratiquées sur notre terrain. Mais là, j'amène une notion générale. Est-ce que vous avez une idée de quoi on parle quand on dit les déchets sont des ressources en permaculture?
N'hésitez pas à prendre votre micro ou à le partager dans le chat, même si moi, je ne vois pas le chat, mais quelqu'un le dira. Moi, je pense au compost. Ouais, effectivement, déchets de cuisine va nourrir le sol et les plantes. D'autres idées? Les Toilettes déchets sont... sèches aussi dans le chat. Ah, toilettes sèches. Effectivement, hein, c'est sûr que tout ce qui sort d'un intestin humain est infiniment mieux en train de composter pour retourner à des plantes que dans les rivières. Parce que même quand ça passe par une station d'épuration, la station d'épuration derrière va dans la rivière et c'est clairement dysfonctionnel. Donc, clairement, transformer les déchets en ressources, c'est des bons exemples. Une autre idée? Paillage. Bien vu. Donc, la paille est parfois vue comme un déchet agricole et c'est une ressource pour tous les gens qui veulent prendre soin de leur sol. J'espère qu'ils sont nombreux. Thomas nous dit aussi BRF. Ouais, du bois raméal fragmenté. En Ah, gros, dès que tu tailles ta haie et que tu mets ça en petits copeaux, euh, effectivement, il y a des gens qui brûlent. Mon voisin brûle ses tailles de haies. C'est très triste quand on voit l'effort qu'il a fallu à toutes ces plantes pour fabriquer autant de carbone et tout ce que ça pourrait nourrir dans le sol. Bon, alors je suis assez content de moi parce que tous vos exemples sont excellents, mais vous n'avez pas trouvé le mien. il y en Je a vais faire- d'autres. Attends, moi je Alors, veux te les vas-y, dire aussi. Le vas-y. pipi. Ouais, tout est vrai, hein, vas-y, en voit d'autres. Méthanisation. Alimentation animale. Sciure de bois coupé pour les toilettes sèches ou autres. Les mauvaises herbes, matières premières, feuillage, pelouse. Et une question, les déchets transformés en biogaz. Donc, tous ces exemples sont tout à fait justes et vous n'avez pas trouvé celui dont je vais vous parler ce soir. Juste un tout petit mot pour dire que ces principes généraux, enfin là, il y en a un, il y en a plein en permaculture des principes généraux, on l'abordera tout à l'heure. C'est pas nous qui les inventons, c'est des choses qu'on constate dans la nature. On va regarder notamment ce que c'est qu'une forêt. Je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais dans mes plusieurs vies, j'ai eu pendant des années emmené des gens vivre dans la forêt une semaine pour comprendre un écosystème forestier. Et si tu cherches un déchet naturel dans une forêt ou dans n'importe quel écosystème, ça n'existe pas. Alors tu trouveras des bouteilles en plastique, des déchets humains, il y en a. Les humains ont inventé les déchets. Mais la nature fonctionne depuis des centaines de millions d'années sans créer de déchets. Dans la nature, tout est ressource. Et quand tu vois l'efficacité des écosystèmes et ces taux de recyclage qui sont des taux de recyclage, c'est pas 30% comme nous quand on est fier de faire du recyclage, c'est des taux de recyclage à 100%. Il n'y a pas du tout de quoi que ce soit qui s'accumule et qui ne sert plus à rien. Ça donne des idées profondément différentes pour concevoir les choses. Donc, on part bien des constats sur comment fonctionne la nature et on en bâtit des stratégies. Et à partir de ces stratégies, on construit des solutions techniques adaptées à un lieu. Et le lieu dont je vous parle, c'est chez moi. Vous avez vu que c'est une maison à la campagne. Je souligne que tous ces principes de conception et toutes les solutions techniques que je vous montre fonctionnent partout, notamment en ville, parce que du soleil, il y en a aussi sur les toits en ville. Et les autres choses dont je voulais vous parler, c'était l'eau, l'eau de pluie notamment. Jusqu'à preuve du contraire, il pleut aussi sur les villes et il y a des gouttières en ville. L'eau qui est dans les gouttières, qu'est-ce qu'on en fait? On la met dans la gouttière, on l'envoie dans le collecteur et on l'envoie dans l'égout, mélangée avec les eaux de ruissellement de la route, qui sont pleines de poussière de pneus, donc de métaux lourds, et avec les eaux vannes, donc le pipi, le caca, qui sont pleines de bactéries potentiellement pathogènes. Autrement dit, nous traitons l'eau de pluie comme un déchet et on l'évacue le plus rapidement possible vers la station d'épuration. C'est une absurdité. Aujourd'hui, l'eau de pluie, alors ça dépend un petit peu où vous habitez. Si vous êtes juste sous le vent de la pyrusine, c'est pas vrai, mais de manière assez générale et dans les endroits peu industrialisés, l'eau de pluie est une des eaux les plus propres qu'on puisse trouver sur Terre, parce qu'elle a été évaporée et donc nettoyée au moment de... C'est de l'eau distillée en fait, au moment où elle se forme dans les nuages, et on ne trouvera dans l'eau de pluie que la poussière que les gouttes d'eau ont accumulée en descendant. C'est beaucoup moins, par exemple, que ce qui a collé à travers les champs agricoles et tous les pesticides qu'on connaît bien et qui sont dans les nappes. Donc la question c'est pourquoi traiter l'eau de pluie comme un déchet alors que c'est une ressource précieuse? Chez nous, on met l'eau de pluie dans une cuve de 20 000 litres, 20 mètres cubes. Alors évidemment, il faut faire un grand trou, c'est un peu du chantier. Là, c'est le cours du chantier. Aujourd'hui, elle est branchée, il y a des filtres, voilà, tout fonctionne. Et toute la maison fonctionne sur l'eau de pluie. Et là, ce que vous voyez, c'est que même l'eau, une fois qu'elle est devenue un déchet, en fait, c'est encore une ressource. Ce que vous voyez à droite, c'est l'eau qui sort de mon évier.
Alors pas en hiver, hein. En hiver, en fait, les plantes arrêtent la photosynthèse et il pleut beaucoup dehors. Donc ça sert à rien que je mette l'eau de l'évier dehors. Par contre, en été, c'est à rendre dingue de se dire, mais en fait, je suis en train de laver la vaisselle et j'ai mes plantes qui crèvent de soif dehors. Bah, c'est simple, hein, j'ai remis un tuyau, et puis voilà, l'évacuation se fait dehors, et puis ben, 3 fois par jour, hop, je vais attraper un seau, puis je le mets aux plantes que j'ai envie d'aider dans le jardin. C'est beaucoup plus satisfaisant. L'eau, c'est aussi considéré comme un déchet quand elle ruisselle sur la route. Et typiquement, moi, j'ai un habitat en contrebas, ce qui est le cas de plein de gens en Touraine et dans mon village. Quand il pleut beaucoup, l'eau inonde plein de caves, de maisons. Et donc, elle est perçue comme un danger. On essaye de la repousser. Pourtant, ici, comme partout, on a des problèmes en été de sécheresse et de manque d'eau. Et donc, comment faire pour gérer une menace? Ben, on la transforme en ressource. Et là, vous avez vu, il y a un petit fossé, un autre horizontal qui vient étaler l'eau qui vient de la route pour arroser toute ma haie et nourrir mes plantes. Et il y a d'autres fossés sur le terrain comme ça, que nous, on va appeler des swales, qui sont une butte suivie d'un fossé, le tout en ligne de niveau, qui vont, entre autres, alimenter une mare. Donc l'eau de cette mare vient entièrement du ruissellement. De ce fait, bah, le ruissellement n'arrive plus dans mon garage et n'est plus en train de m'inonder. Ce n'est plus un déchet. Et par contre, il crée un hub de biodiversité parce que on ne peut pas fabriquer un pareil aéroport à insectes qu'en mettant de l'eau en bordure d'une forêt. Donc, je viens de parler d'énergie, d'eau. Ça m'intéresse évidemment de commencer par ces aspects fondamentaux. Évidemment, la permaculture s'intéresse aussi au fait que les humains mangent. La permaculture répond à tous les besoins des humains. Manger est un besoin, donc produire de la nourriture est un enjeu majeur. Et assez naturellement, la permaculture va se diriger vers une agriculture bas carbone et bas impact, en fait. Je vous donne tout de suite 2 photos. À gauche, vous avez le sorgho en train de pousser, et à droite, une fois qu'il est récolté. Euh, le sorgho, vous le savez peut-être, hein, c'est une plante qui vient d'Afrique, qui se plaît bien au Mali. Donc, avant que nos canicules lui fassent peur, il y a de la marge. Ça sert à rien d'arroser un sorgho en France, même dans la pire canicule, quoi. Donc, clairement, le débat sur les bassines aujourd'hui, il est absurde parce que le problème, c'est pas faut-il ou faut-il pas stocker de l'eau, c'est pourquoi est-ce qu'on stocke de l'eau et surtout pourquoi est-ce qu'on fait pousser du maïs, qui est une plante tropicale qui a besoin de quantités gigantesques d'eau, alors qu'on pourrait faire pousser des plantes qui supportent très bien des conditions nettement plus arides. Je précise hein, que le maïs, il ne sert pas à nourrir les humains, il sert à nourrir les bêtes. 80% des surfaces et quasiment de la production agricole française sert à nourrir les bêtes que certains humains mangent, mais non pas les humains. Donc il faut revenir à ça. Qu'est-ce qui nous nourrit? Ben, si on met du sorgho, ça nous nourrit sans eau. Et puis vous voyez qu'à côté, il y a des châtaignes. Et ça, c'est une grande stratégie permaculturelle. Se nourrir grâce aux arbres. Les arbres, hein, c'est l'écosystème le plus stable en France, surtout quand il est sous forme de forêt. On dit que le climax dans nos latitudes tempérées, c'est un climax forestier. Autrement dit, si vous abandonnez une parcelle, si vous allez voir dans la campagne, il y en a plein, on est en phase de déprise agricole, vous abandonnez une parcelle et quelques années, dizaines d'années plus tard, vous avez une jeune forêt dessus. Eh bien, se nourrir grâce à la tendance naturelle d'un écosystème, ça permet de se faire avec beaucoup moins de travail. Vous aurez remarqué que sous les châtaigniers, il n'y a pas besoin de labourer, il y a juste besoin de récolter, même si c'est du boulot de récolter des châtaignes. Enfin, c'est du boulot aussi de récolter du blé. Et puis, j'ai commencé par des plantes nourricières, celles qui nous permettent d'être autonomes en calories. Il y a aussi les plantes plaisir, hein, les tomates, le basilic. Il n'y a pas beaucoup de calories dedans, mais ben voilà, ça y est, ça fait une semaine qu'on mange des tomates de la serre. Alors ça, c'est pas, enfin, ça c'est ma serre dans 3 semaines, hein. Là, c'est une photo qui a été prise un peu plus tard dans l'année, mais ça y est, on commence à être open bar sur les tomates et le basilic commence à bien grandir. Ça fait partie de la joie de cultiver. Pareil, est-ce que ça vaut le coup de le faire dans les villes? Ça peut se discuter, mais ça se fait de plus en plus de mettre des cultures sur les toits. Ça fonctionne. On peut le faire dans les jardins, hein, quand on voit la quantité de parcs et jardins, on a de quoi cultiver, et de mettre des ceintures maraîchères tout autour des villes. Il y a largement la place de faire de la culture dans et autour des villes. Plus largement, au-delà du côté plaisir et autres stratégies, il y a qu'est-ce qu'on fait du sol. Quand on dit bas carbone, c'est notamment parce qu'on arrête de dégommer le sol. Ce que vous voyez à gauche, c'est un sol paillé dans lequel est semé un engrais vert. Ça, c'est ce qui permet de garder un sol extrêmement poreux, qui va avoir la capacité à laisser passer les racines et surtout à absorber l'eau et à stocker l'eau.
c'est des sols qui sont riches en matière organique. Pour ceux qui se souviennent de la biologie, la définition de la matière organique, c'est des longues chaînes carbonées. Donc quand on parle de stocker du carbone dans le sol ou d'avoir un sol riche en matière organique, on parle strictement de la même chose, même si c'est d'après des points de vue différents. Le biologiste ou le pédologue va nous dire qu'on va avoir un bon taux de matière organique et qu'on a un sol bien structuré. Et puis les gens qui travaillent sur le climat nous disent, ah, on peut faire de la séquestration carbone. Bah, pas n'importe comment, hein. Si tu mets du CO2 dans le sol, alors oui, il y en a qui en mettent dans des réservoirs gaziers, c'est encore autre chose. Mais là, on est dans le sous-sol. Mais dans le sol, il y a aussi tout un programme de stockage de carbone dans le sol, c'est sous forme de matière organique. Et pour que ça marche, il faut nourrir le sol avec de la paille, du BRF, du compost. C'est tout à fait essentiel. On ne fait pas ça juste pour nous, on fait ça avec la biodiversité. C'est le cœur de l'approche permaculturelle, c'est d'être toujours multifacteur et de toujours penser aux besoins des humains, mais aussi aux besoins de l'ensemble du vivant. Il reste qu'on sait que si on veut des écosystèmes résilients, la biodiversité est à la fois l'objectif et le moyen. On a besoin d'une grande biodiversité et des arbres. Donc là, ce que vous voyez, c'est un jeune noyer qui à la fois va nourrir quelques générations de Tourangeaux après moi et qui structure le sol, qui nourrit la biodiversité, qui injecte du carbone dans le sol. Donc c'est un dispositif extrêmement intéressant, extrêmement efficace. Ce que je vous montre là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont des choses que nous expérimentons à l'échelle de notre petit hectare. Pour autant, ce sont exactement les techniques qui sont mises en avant par tous les scientifiques qui étudient la possibilité de stocker du carbone dans les sols. Et là, je vous renvoie au rapport EFES, qui est largement cité dans le guide méthodologique Inventons nos vies bas carbone. Si on se réfléchit à comment on peut transformer l'agriculture pour que notre agriculture arrête d'abîmer les sols, ce qu'on fait aujourd'hui, hein, c'est que l'agriculture détruit le stock de matière organique des sols et le renvoie dans l'atmosphère, donc on augmente le problème de réchauffement climatique tout en dégradant les sols. Si on veut faire l'inverse, on sait que les solutions, elles sont sur cette slide, c'est les paillages, les engrais verts, les arbres, la biodiversité. Et donc il s'agit bien pour la permaculture de tester à petite échelle là où on a la maîtrise, parce qu'il ne vous échappera pas que sur l'agriculture française, on a du mal à maîtriser les choses parce que voilà, il y a beaucoup d'enjeux de pouvoir autour de cette agriculture. Là où on a la maîtrise, on fait des essais, on voit ce qui fonctionne et on nourrit l'imaginaire. Pour autant, ce sont des stratégies qui visent à être déployées à large échelle. Je vous rappelle que dans la loi française, ou plus exactement la stratégie nationale bas carbone qui est introduite par plusieurs lois françaises, on vise la neutralité carbone, et la neutralité carbone telle qu'elle est actuellement définie, c'est que on diminue beaucoup nos émissions, hein, on diminue au moins par 6, on divise par 6 ou plus nos émissions, et puis à la fin, on compense, il y a un petit peu d'absorption. Et cette absorption, elle est censée être faite essentiellement par les arbres et les sols. C'est aujourd'hui un enjeu absolument gigantesque, parce que aujourd'hui, tout notre plan est basé sur le fait que les forêts et les sols vont absorber le peu de carbone, enfin le peu, c'est quand même 80 millions de tonnes CO2 équivalent, que nous émettrons encore en 2050. Pour ça, il faut des forêts en bon état, des sols en bon état. Or, je ne sais pas si vous avez suivi hein, la publication du rapport du Haut Conseil pour le climat qui a eu lieu aujourd'hui, qui confirme les données publiées l'année dernière. Les forêts ne sont pas en train de capter de plus en plus de CO2 comme on l'espérait. Les forêts françaises sont en très mauvaise santé. Globalement, la mortalité augmente de manière gigantesque. Et donc, le puits carbone des forêts est en train de s'effondrer. Donc, le fait de savoir régénérer les sols agricoles, c'est à la fois une stratégie vitale pour l'agriculture, juste pour pouvoir continuer de cultiver, et aussi pour que la SNBC ne soit pas, que notre plan actuel ne soit pas un complet mirage, même si on le sait probablement, il faudra descendre en dessous des 80 mégatonnes de CO2 équivalent. Et pour ceux qui sont familiers de notre atelier, vous vous souvenez qu'on ne dit jamais que 2 tonnes, c'est une cible. On dit toujours que la cible est en dessous de 2 tonnes. Et c'est très important. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord qu'il faut descendre en dessous de 2 tonnes. Je rappelle que 0 est strictement inférieur à 2. Peut-être qu'il va falloir être complètement neutre en carbone, sans compensation, ce qui voudrait dire ramener nos émissions à zéro, ce qui est un monde potentiellement
difficile à imaginer, mais si vous voulez l'imaginer, je vous invite à vous référer à Absolute Zero, qui est encore un rapport cité dans Novi bas carbone, et ce sont les Anglais de Cambridge qui ont tout à fait inventé, eux, une Angleterre qui n'émet plus aucune émission de gaz à effet de serre, sans aucune compensation. C'est donc le zéro absolu, absolute zero. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a un lien direct entre mes petites expériences de mettre de la paille dans un jardin et les grandes stratégies sur le climat. Est-ce qu'on va être capable de séquestrer 80 mégatonnes de CO2 équivalent par an? C'est une question stratégique et clairement, c'est une des questions qui est posée aujourd'hui par le Haut Conseil pour le climat. Et malheureusement, des gens qui sont capables de réfléchir en même temps sur les enjeux climatiques et sur les sols, il n'y en a pas beaucoup. Or, ces deux enjeux sont étroitement liés. L'autre chose, c'est que la permaculture, c'est pas d'abord de la technique. C'est d'abord une vie, des vies, et des vies qui se tournent autour de l'humain, autour de la beauté, autour du plaisir de vivre. Et donc voilà, je voulais vous partager quelques éléments qui fait que on est content d'être permaculteur. Voilà, c'est simplement un morceau de glace qu'on a fait dans une assiette dans lequel on a mis quelques baies, un poirier prêt d'ouvrir ses fleurs, euh, un morceau de chêne qu'on a poli. C'est des choses toutes simples qui peuvent se faire partout, mais c'est nourrir la joie en créant du lien à la beauté du monde et à tout ce qui vit, et même à ce qui ne vit pas, parce que la glace n'est pas forcément vivante, et pourtant il y a une interaction avec elle qui peut être tout à fait magnifique. Ou ce bois qui n'est plus vivant, et pourtant qui nous parle de tout ce qui a vécu. C'est aussi la conclusion de l'atelier Inventons nos vies bas carbone. On arrive toujours sur qu'est-ce qui nous rend vraiment heureux. Ce qui nous rend vraiment heureux, ça n'est pas le pétrole, ça n'est pas le gaz, ça n'est pas le charbon. Ça peut être de jouer de la musique, de créer des choses, de se déplacer en vélo, de cultiver des plantes. Et pour ceux qui connaissent l'atelier, ces cartes qu'on a appelées illimitées, puisqu'en fait, c'est des choses qui nous font du bien et qui émettent tellement peu qu'on peut le faire 10 fois plus, 100 fois plus, on ira juste 100 fois mieux, mais le monde s'en portera mieux, c'est tout, il n'y a pas d'impact. Euh, Toutes ces cartes illimitées ou belle vie bas carbone sont très largement issues de la permaculture. Un autre exemple, mais il est essentiel, c'est que la permaculture, c'est pas un projet isolationniste, c'est pas un projet d'autarcie, c'est un projet de lien. On cherche à faire du lien entre tous les êtres vivants, et entre les êtres vivants et les humains, et entre les humains. Et donc là, vous avez une photo de gens qui, je sais pas comment on pourrait dire, nous aident, nous rencontrent, apprennent, les trois en même temps. Ça pourrait être un chantier participatif, il se passe à peu près la même chose. Là, en l'occurrence, c'est une pratique d'un cours de permaculture, les cours de conception en permaculture, qui nous permettent d'aborder tous les thèmes que j'ai abordés ce soir et beaucoup d'autres, et qui nous donnent une véritable vision systémique des différents enjeux pour bien vivre sur Terre. Simplement, un cours en permaculture de conception, c'est quand même un cours de 12 jours. Et moi, je vais vous parler 1 heure. Donc, je suis forcément sur un survol de grande altitude. Mais s'il y a quelque chose de profondément juste, de profondément fort dans un CCP, dans un cours de conception en permaculture, c'est cette rencontre, ce moment de partage et ce qui se passe au sein de ce groupe. C'est pour ça qu'il n'y a pas de MOOC de CCP, parce que le CCP, ce n'est pas des idées, c'est du vécu partagé. Eh bien, c'est exactement ce dont on parle dans l'atelier Inventons nos vies bas carbone, et ce que tous les humains nous renvoient quand on leur demande qu'est-ce qui vous fait du bien. Si on demande en atelier quel est votre meilleur souvenir du mois dernier, il y a la moitié de la salle qui va nous parler de son week-end en famille, de l'anniversaire de ses enfants ou de ses parents, de ses copains, de quelqu'un qui l'a retrouvé. Le lien humain, le plaisir d'être avec les autres, c'est la base de la vie et de la qualité de vie. Travailler moins et dépenser moins, c'est une logique qui peut nous permettre de passer plus de temps justement avec les gens qu'on aime ou à faire les choses qu'on aime. Prendre son temps, c'est quelque chose que l'argent ne peut pas acheter et qui est quand même sans doute la chose la plus grande liberté possible. Il faut toujours se souvenir que voilà, on a quelques années, quelques décennies sur Terre et après c'est fini. Qu'est-ce qu'on veut faire de ces années-là? Est-ce qu'on va courir pendant tout le temps, jusqu'à 64 ans ou peut-être plus? Ou est-ce qu'à un moment on va se dire j'arrête d'essayer de gagner du temps et d'être tout le temps stressé, je commence à prendre mon temps. C'est une autre logique. Apprendre, se former, bon ben voilà, c'est un cours de conception en permaculture et c'est des gens qui ont su prendre 2 semaines pour faire autre chose que ce qu'ils faisaient le reste de l'année. Éco-rénover en biomatériaux, ben, c'est ce qu'on vous a montré tout à l'heure sur ma maison, et c'est des choses qu'on a fait ensemble. Je veux préciser, puisqu'on va doucement vers une vision globale de la permaculture, que la permaculture, c'est pas que un ensemble de pratiques que je vous ai présentées, c'est bien une méthode de conception. Le projet de la permaculture, c'est de rendre
les humains capables de concevoir leur vie et de prendre pouvoir sur leur vie. D'abord sur la manière dont nous menons nos vies et aussi sur la manière dont nous transformons euh, les paysages et les territoires autour de nous. Donc là, ce que vous avez, c'est ce qu'on appelle le design. Design, hein, c'est conception permaculturelle de chez moi, qui a été construit avec tous les principes de permaculture. Mais on peut tout à fait faire des designs urbains. J'ai commencé la permaculture en habitant à Paris. On a fait trois années de permaculture urbaine. Et il y a des permaculteurs urbains dans la plupart des villes du monde. Je vous invite, si vous voulez en rencontrer, à aller voir le mouvement des villes en transition, qui est toujours tout à fait actif et qui a été créé par un prof de permaculture qui s'appelle Rob Hopkins, qui d'ailleurs fait très explicitement le lien entre permaculture, ville et changement climatique. Donc on conçoit quelque chose qui a tout un projet. Cette méthode de conception, je l'ai appliquée sur cet hectare, sur cet hectare, sur ce 1 hectare, hein, c'est pas 7 hectares, c'est 1 hectare que nous avons avec Claire et Solane, et on a fait cette conception ensemble. Pour autant, la méthode de conception serait tout à fait analogue si on voulait faire un design en ville ou si on voulait designer, par exemple, une association. On pourrait concevoir une association de pédagogie climat d'après les méthodes et les valeurs de la permaculture. On pourrait même appeler ça Novi bas carbone, et c'est exactement ce qui s'est passé. Les principes de permaculture sont, d'une certaine manière, universels. Ils peuvent s'appliquer à tous les environnements, y compris des projets humains, voire même des entreprises, sans pour autant perdre leur lien à la terre et à l'éthique. Et là, on arrive au cœur de ce qu'est la permaculture dans sa définition et dans son projet. D'abord, c'est l'éthique. Prendre soin de la terre, prendre soin de l'humain, partager équitablement. Il y a plein de gens qui font ça sans le savoir, et on est très heureux qu'il y ait plein de gens qui fassent de la permaculture sans le savoir. Il y a aussi plein de gens qui voudraient faire de la permaculture, mais on a un doute. Si ça maltraite les humains, c'est pas de la permaculture. Si c'est pas juste, c'est pas de la permaculture. Et si ça détruit le vivant, c'est pas de la permaculture. Ben, c'est tout bête, mais c'est déjà un sacré filtre. Et quand on pratique un peu la perma, à un moment, on voit que ces trois principes éthiques se rejoignent très largement. Je ne sais plus faire la différence aujourd'hui entre prendre soin de la terre et prendre soin de l'humain. J'ai l'impression de prendre soin de mon fils, de prendre soin de tous les gens qui vivent quand je régénère un terrain. En même temps, je prends soin de moi parce que ça me donne de la joie. Et en fait, quand je paille le jardin, je le fais plus pour me faire du bien à moi que pour faire du bien à la terre. Mais je le fais aussi pour qu'on arrête de raser l'Amazonie. Ça m'énerve qu'on importe 4 millions de tonnes de soja quand on sait ce que Bolsonaro et plus globalement le Brésil fait à l'Amazonie. C'est 4 millions de tonnes du Brésil tous les ans pour nourrir des bêtes. Ben, moi, je me dis, quand moi, j'arrive à faire pousser mes pois chiches et mes fèves chez moi, c'est autant de protéines qu'on n'a pas besoin d'apporter et autant d'Amazonie qu'on n'a pas besoin de détruire. Donc, j'ai le sentiment d'être en train d'essayer de partager équitablement avec les gens qui voudraient pouvoir continuer à vivre en Amazonie. Cette éthique, elle est centrale. C'est une des définitions de la perma. Si tu sais plus si tu es en permaculture ou pas, tu reviens à ça. Est-ce que je prends soin de la terre? Est-ce que je prends soin de l'humain? Est-ce que je partage équitablement? Si tu n'as pas la réponse à ces questions, cherche. Il n'y a personne qui saura pour toi. Il n'y a pas de police centrale de la permaculture qui pourra dire à quelqu'un qui se pose la question, est-ce qu'on est en train de prendre suffisamment soin de la terre? Est-ce qu'on est en train de prendre suffisamment soin de l'humain? Ou est-ce que le partage est suffisamment juste? Chaque permaculteur est responsable et détenteur de l'éthique. C'est pour ça que c'est long de se former en permaculture. 12 jours, c'est juste le temps d'ouvrir la porte, et se former en permaculture, c'est la recherche d'une vie. Mais une fois qu'on a plongé là-dedans, c'est des questions qui ne nous quittent plus. Et ça nous paraît infiniment plus intéressant d'avoir des millions d'êtres humains, peut-être un jour des milliards, qui se posent la question de la justesse et de la justice dans chacun de nos actes, plutôt que d'avoir une soi-disant unité centrale qui nous dit oui, non, non, oui, ça, on ne croit pas à ça. La permaculture est vraiment un grassroots movement. Et il y a l'injonction de la permaculture. Donc, grassroots, c'est vraiment un mouvement de la base qui monte, un mouvement décentralisé. Et il y a peu de choses obligatoires en permaculture. Il y a des principes extrêmement ouverts. Il y a néanmoins une injonction. L'injonction de la permaculture, et là c'est Bill Mollison, qui est l'autre fondateur et que j'admire tout autant que David Holmgren, c'est prendre, excusez-moi, voilà, j'avais mon fils qui me faisait une surprise pendant notre moment.
Je reviens à nos amis de la permaculture. Je disais qu'il y avait une obligation, une injonction qui nous vient de Bill Mollison, qui est prendre la responsabilité de nos vies maintenant. La permaculture, ça commence quand tu te dis ça. J'ai plein de contraintes dans ma vie, mais à partir de maintenant, je vais arrêter de subir. Ça ne veut pas dire que je suis libre comme l'air. On a toujours des contraintes. Mais je vais faire avec les contraintes, assumer tout ce qui m'embête, tout ce qui m'oblige, et dire néanmoins, c'est moi qui donne le cap. Je sais où je veux aller, et je vais faire en sorte, chaque jour, de faire un pas vers le meilleur, vers ce qui prend soin de l'humain, vers ce qui prend soin de la terre, vers ce qui est juste. Et prendre soin de l'humain, c'est aussi prendre soin de soi, naturellement. Cette injonction-là, c'est une injonction de responsabilité, et c'est une injonction éthique. Au moment où on se dit, je vais mettre en œuvre ça, ça sera sans doute pas parfait, mais c'est ça mon choix, c'est ça mon chemin. On rentre dans la permaculture et ceux qui connaissent l'association de nos vies bas carbone voient qu'on a gardé tout à fait la même posture. C'est-à-dire qu'on est à la fois en train de demander fortement aux entreprises de changer leurs pratiques, de demander à l'État de respecter la loi française. Ce qui est fou, c'est qu'il faille le demander, et d'essayer de créer les conditions à la fois d'une pédagogie où on pourrait avoir des consensus autour de ça et d'un rapport de force qui rendent ça beaucoup plus possible et naturel. Pour autant, on n'oublie pas que nous, individus, nous avons aussi une responsabilité. Vous connaissez peut-être, tous ceux qui sont fresqueurs ou autour connaissent le triangle de l'inaction. C'est quand l'État, les entreprises et les individus se renvoient la balle en disant que c'est toujours les autres qui doivent commencer. Et ça marche, hein, le triangle de l'inaction. Si on pose la question qui doit commencer, il n'y a pas de bonne réponse et tout est bloqué. Si on pose la question de comment on agit efficacement en même temps, de manière coordonnée aux différentes échelles pour que l'État, les entreprises et les individus transforment en profondeur notre société et notre économie, là, il y a plein de solutions. Et donc, c'est ça qu'on propose. Je ramène ça à une phrase toute simple qui me vient de Whitefield, Patrick, un grand permaculteur aussi, qui a dit un truc très, très simple et très sain. Je suis rentré en permaculture parce que j'en avais marre de faire partie du problème et je voulais faire partie de la solution. On reprend pleinement à notre compte, dans nos vies bas carbone, cette idée-là. À un moment, j'en ai eu marre de prendre l'avion, j'en ai eu marre de faire semblant que c'était normal de traverser la France en voiture. J'ai eu envie de faire partie de la solution. Donc, je me construis une vie bas carbone, je construis une vie qui va avec mes valeurs et j'agis pour emmener le plus de monde possible et faire pression sur l'État et les entreprises et partager les éléments avec le plus de monde possible pour qu'une bascule de société soit possible. Parce qu'évidemment, on n'est toujours pas dans l'autarcie, on est dans le lien. Tout ça, ça marche ensemble. Donc voilà pour l'éthique, qui est vraiment le cœur de la permaculture. Il y a 12 principes de conception qui ont été formalisés par David Holmgren donc dans les années 2000 et publiés en 2002. Quand donc un des fondateurs de la permaculture et sans doute un des esprits les plus brillants de ce monde explique ces principes, ça lui prend une journée par principe. Lui fait son cours de 12 jours, un jour par principe. Je ne vais pas me lancer dans l'explication de ces principes-là. N'hésitez pas à les lire, même si vous les connaissez peu, ils peuvent vous inspirer. Mais pour vous les expliquer, il me faudrait un format qu'on n'a pas ici. Je vous mentionne juste pourquoi je les crois aussi importants. Vous retrouvez un principe qu'on a cité tout à l'heure, ne pas produire de déchets. Si on ne produit pas de déchets, ça veut dire que tout ce qu'on produit ou tout ce qui n'est plus utile devient ressource. C'est tout à fait l'équivalent et c'est tout à fait explicite pour David Holmgren. Tous ces principes sont extrêmement puissants, s'appliquent autant à un territoire qu'à un collectif humain ou à une ville ou à une société ou à l'économie. Ils ont un très grand domaine de validité. En fait, ce sont des moyens de s'initier et de se rééduquer à la pensée systémique. Nous sommes descendants de Descartes, si fiers que Descartes ait fait cocorico. Le réductionnisme, hein, l'idée que nous allons découper tous les morceaux tous les problèmes en autant de morceaux qu'il sera nécessaire pour les résoudre, a été efficace pour envoyer des fusées dans l'espace ou fabriquer des ordinateurs. Une bonne partie de la science moderne est basée là-dessus. Et on ne peut pas nier qu'il y a des résultats. Pour autant, le réductionnisme ne permet pas ni de comprendre un écosystème, ni de comprendre une société. Quand on découpe une société en plein de petits morceaux, on le fait parfois, notre pouvoir prédictif est absolument nul. On n'a absolument aucune idée de à quoi ressemblera la société française ou n'importe quelle autre société dans 10 ans. Je vous rappelle qu'il y a 10 ans, s'il avait fallu expliquer le Covid et plein d'autres choses comme ça, notre pouvoir prédictif est nul sur les systèmes complexes.
Et là, on découvre une chose, c'est que la logique, ça marche très bien pour les ordinateurs, et ça ne marche pas dans le monde réel. Ça ne marche pas pour les sociétés humaines, ça ne marche pas pour les écosystèmes. La réalité, ce n'est pas A implique B. La réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça. Cette dénonciation-là de la pensée simplifiante, elle a été brillamment faite, notamment par Edgar Morin, qui est un philosophe français, qui a son siècle, qui est toujours vivant. Je vous invite à lire Edgar Morin, notamment son introduction à la pensée complexe. Et Edgar Morin, avec beaucoup d'autres, hein, et on pourrait citer Bruno Latour, Philippe Descola, et beaucoup d'autres, partage l'idée que une grande partie de l'impasse dans laquelle nous nous trouvons, et les résultats non pas simplement d'un mauvais résultat de notre travail de conception, mais du fait que nous, nos réflexes de pensée, la manière dont nous réfléchissons est en elle-même viciée. On pense mal, nos cerveaux sont mal éduqués, on a une vision hyper simplifiante du réel. Et donc ça, c'est toute la démonstration de Morin dans Introduction à la pensée complexe. C'est lumineux, l'introduction à la pensée complexe de Edgar Morin, mais si vous cherchez comment on fait une fois qu'on en est là, bah, c'est pas simple. Si vous voulez vous éduquer à la pensée complexe, je vous invite à prendre les 12 principes de David Holmgren et vous en servir. Quand vous vous posez une question pour votre vie, quand vous posez une question pour votre boulot, quand vous posez des grands choix à faire, vous lisez les 12 principes, vous voyez ce que vous pouvez en déduire. Et moi, je m'en sers dans tous mes points de conception. Et plus on s'en sert, plus ça devient naturel. C'est des années de rééducation. N'hésitez pas à lire le bouquin de David Holmgren. Je me permets de citer aussi, si certains aiment plutôt des résumés faciles à lire, parce qu'il faut avouer que le bouquin de Holmgren est quand même un gros pavé. J'ai écrit un bouquin de vulgarisation de la permaculture où je vous fais du Holmgren en version facile et qui se lit en une demi-heure sur la partie des 12 principes. Donc voilà, je sais que Camille avait projet de partager dans le chat le lien vers mon bouquin sur la permaculture. C'est évidemment moins brillant que David Holmgren, mais c'est plus facile à lire. Si vous plongez dans ces principes de conception, on peut construire une autre société. Ça, c'est l'ambition de la permaculture. C'est aussi l'ambition d'Inventons nos vies bas carbone, même si, évidemment, on n'a pas le temps du tout d'aborder tout ça en atelier. Mais si vous gardez tout ça dans un coin de la tête et que vous relisez le guide méthodologique Inventons nos vies bas carbone, vous verrez que clairement, toutes les solutions qu'on met en avant sont cohérentes avec l'ensemble des principes qui sont là. La permaculture, c'est une méthode de conception appuyée sur des principes qui nous permet de mettre nos choix techniques et humains en accord avec l'éthique de la permaculture, qui est notre boussole éthique. On peut aussi, si on veut un résumé, parce que plein de gens aiment bien avoir des définitions simples de la permaculture, dire que la permaculture, c'est une méthode de conception pour construire une symbiose entre l'humanité et la nature. Et voilà, ça demanderait beaucoup de développement parce que la symbiose, bien sûr, est une relation mutuellement bénéfique entre deux êtres, mais on ne l'applique pas généralement à l'humanité et à la nature. Et j'ai mentionné le brillant Philippe Descola tout à l'heure qui nous rappelle que la nature n'existe pas et que c'est une construction de l'Occident. Et justement, la permaculture, c'est une manière de traverser ces barrières et de se relier au vivant, de se relier aux plantes, de se relier au sol. Si on va vers une conclusion un peu plus simple et concrète, je reviens à l'éthique. C'est ça qui est simple. Prendre soin de la terre, eh bien, il s'agit bien, parfois on l'écrit avec un grand T, un petit t, il s'agit bien de prendre soin du sol, mais aussi de tous les êtres vivants de la biosphère. Et on se souvient que nos vies bas carbone met en avant les enjeux des 9 limites planétaires. Bien sûr, on agit sur le climat, mais aussi sur la biodiversité, sur les sols, sur le phosphore et l'azote, qui sont, comme vous le voyez, une limite planétaire qui est encore plus largement dépassée que le changement climatique. Le phosphore et l'azote, hein, ce sont les principaux engrais de l'agriculture. Donc, c'est vraiment une question de réinventer l'agriculture. Et aussi et surtout, la biodiversité aujourd'hui, la meilleure manière de prendre soin de la biodiversité, bah, c'est de traiter la question climatique. Parce qu'on le voit avec les canicules qui commencent et le manque d'eau, et les forêts qui sont en grande difficulté. Aujourd'hui, le changement climatique est une des immenses menaces sur la biodiversité. Donc, si on veut prendre soin de la Terre, on a besoin de traiter l'urgence climatique. Si on veut prendre soin des humains,
Comme on vous le disait tout à l'heure, ça va tout à fait bien avec la question aussi de l'action climatique, puisque on le sait, et ça a été notamment popularisé par Thomas Piketty, Lucas Chancel, mais beaucoup d'autres, et Oxfam qui fait un boulot remarquable, il nous faut de la justice et de la désirabilité. Donc si on veut un monde où on est plus heureux, eh ben, il faut commencer par prendre soin de nous. Si on veut un monde où on arrive à emmener des dizaines, des centaines de millions de personnes dans une trajectoire différente de l'actuelle qui est destructrice, il faut des choses qui nous font du bien. Donc prendre soin de l'humain ou agir sur le climat, c'est aussi étroitement lié. On ne peut pas réussir le défi de changer la société si on ne se fait pas du bien en le faisant. Je dis ça comme si c'était une évidence. Si on regarde l'histoire, vous vous souvenez que tous ceux qui ont voulu changer la société n'ont pas toujours posé comme préalable qu'il fallait que ça nous fasse du bien tout au long du processus. C'est quand même une stratégie tout à fait forte. Il y a plein de choses qui font du bien, hein. Raconter des histoires, bon, c'est un peu ce que fait l'atelier Inventons nos vies bas carbone, c'est un peu ce que je fais ce soir. Aimer, jouer avec les enfants, philosopher, vous voyez qu'on essaye de relier théorie et pratique. Je m'applique ces bons principes. Et le partage équitable, j'en profite pour mentionner le fait qu'on vient de mettre à jour la carte Un enjeu de justice sociale mondiale. On est assez fiers de parler de justice sociale mondiale. Il y a peu de gens qui réfléchissent vraiment au fait que nous pouvons réfléchir et définir les conditions de travail des gens qui fabriquent nos vêtements, nos ordinateurs à l'autre bout du monde, puisqu'ils travaillent pour nous, nous bénéficions de leur travail. Eh bien, s'il y a un enjeu à protéger les travailleurs, c'est bien sûr aussi de protéger tous les gens qui fabriquent les objets que nous utilisons. Donc, on pense la justice à l'échelle mondiale, puisque les problèmes et les échanges se font à l'échelle mondiale. Et puis, c'est un enjeu vraiment d'équité, puisque, vous le voyez dans le graphique d'Oxfam, 10% de personnes les plus riches du monde, donc les 800 millions de personnes les plus riches du monde, dont beaucoup d'Européens et d'Américains naturellement, sont responsables de la moitié des émissions actuelles, et de plus que ça si on prend les émissions historiques. Or, et c'est le drame du changement climatique, les 4 milliards de personnes qui n'émettent quasiment rien sont ceux qui meurent déjà des inondations, des ouragans et des canicules et des grands feux. Le changement climatique est d'une injustice absolument insupportable. Il est le résultat de l'action des plus riches et s'en prend d'abord aux plus pauvres qui meurent déjà de ses conséquences. Donc toute personne qui a le projet d'œuvrer pour la justice dans ce monde a bien sûr la nécessité de traiter la crise climatique. Il n'y a pas de justice possible sur cette planète sans traiter l'urgence climatique. Donc je crois avoir montré, j'espère vous avoir convaincu que vouloir travailler comme permaculteur à prendre soin de la terre, prendre soin de l'humain, partager équitablement, ça amène nécessairement à traiter l'urgence climatique. À l'inverse, c'est ce que je vous ai montré en première partie, quand on a l'ambition de diviser par 6 et plus nos émissions de gaz à effet de serre, je vous ai montré que la permaculture est une source de solutions, que ce soit dans la technique, on l'a vu sur l'eau, on l'a vu sur l'agriculture, on l'a vu sur l'énergie, mais aussi dans la dynamique humaine, puisque je le redis, la plupart des cartes Belle Vie Bas Carbone du jeu, de l'atelier Inventons nos vies bas carbone sont issus de la permaculture. Je crois profondément que ces deux mouvements ont énormément à échanger et à se nourrir. Et donc, j'espère que la plupart des permaculteurs vont devenir activistes du climat et qu'une bonne partie des activistes du climat vont s'intéresser à prendre soin de la terre, prendre soin de l'humain, partager équitablement et construire un lien sensible et personnel aux vivants, au sol, aux plantes et des capacités d'action sur leur vie et sur leur territoire.